Élisabeth Vigée-Lebrun, née Élisabeth Louise Vigée le 16 avril 1755 à Paris et morte dans la même ville le 30 mars 1842, était une peintre portraitiste de renom, connue pour avoir été la peintre officielle de la reine Marie-Antoinette, dont elle réalisa de nombreux portraits. Mais avant d'être une célébrité, demandée à l'échelle européenne par l'aristocratie pour laquelle elle réalisera de nombreux tableaux, Élisabeth est la fille de Louis Vigée, pastelliste et membre de l'Académie de Saint-Luc, et de Jeanne Messin, d'origine paysanne. Sa passion du dessin lui vient de l'enfance et lui a été inspirée par son père, à qui elle était très attachée. Celui-ci lui enseigna l'art, en particulier la peinture au pastel, avant de décéder lorsque la jeune Élisabeth n'avait que 12 ans, la laissant avec de l'or entre les mains, dont elle saura exactement quoi faire. Sa formation. Elle se forme d'abord dans les ateliers de Blaise Bocquet, Pierre Daven et Gabriel Briard. En 1783, Élisabeth Vigée-Lebrun est reçue à l'Académie royale de peinture et de sculpture, malgré l'opposition du directeur de l'institution, car, selon les règles de l'Académie, une femme n'ayant pas de statut social ne pouvait déposer sa candidature. Miracle? Eh bien non. Si Vigée-Lebrun a pu entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, c'est bien grâce à l'intervention de la reine de France elle-même, Marie-Antoinette. En effet, les deux femmes se connaissaient déjà. Vigée-Lebrun avait peint le premier grand portrait officiel de la reine en 1778, mais pas seulement, puisqu'elle avait réalisé une trentaine de portraits de la souveraine également, se faisant sa portraitiste, sa confidente, et ainsi sa protégée. À l'Académie, elle se fera une rivale de taille, Adélaïde Labille-Guiard. Toutes deux possèdent de grands tempéraments et ont réussi à se faire une place dans un milieu d'hommes. Pour couronner le tout, toutes deux sont admises à l'Académie le même jour, en 1783. De quoi faire des étincelles. La reine. Des étincelles, Vigée-Lebrun en fera aussi bien à la cour, à Versailles, au service de la reine Marie-Antoinette. Elle est remarquée pour son style qualifié d'expressif, sensible et idéalisé. C'est alors l'apogée de sa carrière d'artiste. La portraitiste brille sous le soleil de la cour par ses propres talents. Impossible de nos jours d'être passé à côté du portrait iconique qu'elle fera de la reine, celui que l'on nomme le portrait de Marie-Antoinette à la rose, réalisé en 1783 et conservé au château de Versailles. Sa maîtrise technique s'y manifeste surtout dans le traitement des textures, l'harmonie entre les couleurs pastel et la subtilité des ombres justement dosées. Ce portrait reflète à la fois une volonté de réhabilitation politique et un idéal esthétique de grâce et de dignité royale. La pose élégante de la reine, son regard apaisé et la rose qu'elle tient symbolisent la féminité, la vertu et une certaine forme de sobriété, contrastant avec les accusations de frivolité qui pesaient sur elle. Ce portrait est réalisé après une controverse entourant un précédent portrait, dit Portrait en Gaule, de 1783, où elle est représentée en robe de mousseline blanche, jugée beaucoup trop informelle pour une reine. Bien que le portrait à la rose ait été destiné à améliorer l'image de la reine, il idéalise une figure royale en décalage avec l'opinion publique de l'époque. Ce tableau témoigne des tensions entre les directrices d'un art officiel et une approche plus intimiste de la figure représentée. Grâce à sa renommée, Vigée-Lebrun devient plus que la portraitiste officielle de la reine. Elle inspire de nombreuses femmes artistes à persévérer dans leur carrière. En 1791, celles-ci commenceront à exposer au salon officiel, après que la Révolution française ait bouleversé socio-politiquement la France et remis en question la place des femmes qui, auparavant, possédaient un accès limité au salon. La figure maternelle. L'artiste réalisa de nombreux autoportraits dans lesquels elle se représenta souvent à son chevalet pour affirmer son statut de peintre professionnel. Elle défia les conventions avec ses attitudes naturelles et confiantes et ses regards discrets. Son œuvre la plus emblématique, hors Portrait de la reine, est sans doute l'autoportrait avec sa fille, réalisé en 1786. Surnommée la tendresse maternelle, son intensité émotionnelle touchera profondément le public du salon, au point qu'Élisabeth Vigée-Lebrun dut en peindre une variante à la demande du comte d'Angivilliers, dans laquelle sa fille et elle-même posaient en costume grec, reflet du goût de l'époque pour le néoclassicisme. Ces deux œuvres marqueront leur époque en ce qui concerne le rôle de la mère et l'idéalisation de l'amour maternel, qui était auparavant perçu comme un instinct naturel universel. On note que Marie-Antoinette elle-même
entretenait et revendiquait une relation privée avec ses enfants, contrairement à l'étiquette de la cour. Avant Vigée-Lebrun, les portraits des mères et de leurs enfants avaient pour visée d'affirmer le statut social et politique des familles, ne permettant pas l'expression de sentiments personnels entre les personnes représentées. La portraitiste, admiratrice de Raphaël, s'inspira de la tradition antique des madones de la Renaissance, où le sentiment était majoritairement exprimé dans des contextes religieux. Dans le portrait de Marie-Antoinette et ses enfants de 1787, la reine apparaît solennelle, trônant dans une posture figée, entourée de ses enfants dans des attitudes conventionnelles, l'ensemble illustrant avant tout son rôle de mère dynastique. Dans l'autoportrait de Vigée-Lebrun, les poses sont naturelles et affectueuses, et bien qu'une mise en scène subtile transparaît dans les regards dirigés vers le spectateur, l'ensemble dégage une impression d'authenticité, renforcée par la simplicité du décor. Julie, la fille de l'artiste et modèle récurrent dans ses œuvres, est saisie dans l'instantanéité de ses gestes. Elle apparaît spontanée et espiègle, témoignant de l'acuité de l'artiste à capturer la vivacité de l'enfance. Cependant, ses œuvres ne réduisent pas Vigée-Lebrun à son rôle de mère. Si l'exaltation de la figure maternelle n'a pas réellement permis une émancipation féminine, l'artiste cherche une forme d'affirmation personnelle dans ses compositions. Elle revendique sa double identité de mère aimante et de femme artiste. Cette singularité, pleinement assumée par Vigée-Lebrun, témoigne de sa réussite dans une société encore très réticente à la libération des femmes. La Révolution. Quelques mois après la Révolution française, Élisabeth Vigée-Lebrun, qui dépendait des commandes de la famille royale et de la cour, est forcée de quitter Paris. Durant un peu plus de 12 années, elle sera poussée à l'exil et trouvera finalement en Italie un pays de cœur. De 1789 à 1802, son talent est reconnu officiellement par des académies artistiques telles que celle de Rome ou de Florence. Elle parvint à nouveau à rencontrer un vif succès en Italie et peindra également au service de l'Empire et de l'aristocratie européenne, notamment lors de nombreux séjours en Angleterre. En 1805, de retour en France, elle poursuivra l'œuvre délicate et sensible qui avait fait sa renommée avant la terrible Révolution et décède le 30 mars 1842 à Paris même. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Si elle vous a appris quelque chose, pressez le bouton j'aime. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous et laissez un commentaire. À la prochaine!